Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, toujours dans le module d'infectiologie. Cette fois-là, c'est la leptospirose. C'est le cours de Dr Zewi et Dr Abdallah. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours, Inch'Allah. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Laissez vos questions et on commence notre cours aujourd'hui. Donc le plan du cours, c'est le plan du cours habituel dans le cours d'infectiologie. On commence toujours avec une introduction. En deuxième plan, l'agent pathogène avec son épidémiologie, son pouvoir pathogène. Et bien sûr, la partie la plus importante, la clinique avec le diagnostic et bien sûr le traitement et prévention. Et on finira avec une conclusion. Commençons par une introduction. C'est quoi la leptospirose? C'est une anthropozoonose. Anthropozoonose veut dire qu'elle touche l'humain et l'animal. Bactérienne qui est due à une spirochète du genre Leptospira interrogans. Notre agent pathogène aujourd'hui, c'est Leptospira interrogans. C'est une aussi maladie professionnelle à déclaration obligatoire. Nous sommes toujours dans les pathologies. On est en train de faire l'enchaînement des cours de pathologie ou bien des maladies à déclaration obligatoire. Jusqu'au-là, on a vu multiples maladies à déclaration obligatoire. Jusqu'au-là, c'est la leptospirose qui est due à Leptospira interrogans. Elle a des manifestations cliniques variées. Plus d'1 million de cas sévères de leptospirose par an sont déclarés par l'OMS avec un taux de mortalité de 10% qui est très élevé. C'est une maladie maligne, une maladie émergente. Donc, c'est une autre espèce avec un taux de mortalité. Là, c'est supérieur à 1 million. Donc, vous devez savoir l'épidémiologie, le diagnostic positif et différentiel, savoir la conduite à tenir, la thérapeutique et la prévention de cet agent pathogène, la leptospirose, qui est causée par Leptospira interrogans. Commençons par l'agent pathogène. C'est une spirochète. Il existe 22 espèces. 10 espèces sont pathogènes. Plus de 300 sérovares et plus de 250 pathogènes. Et les réservoirs les plus répandus dans le monde, gardez ça en tête, ce sont les rats. Donc c'est une bactérie à plusieurs espèces, plusieurs sérovares. De multiples sérovares sont pathogènes. Le réservoir le plus important, c'est le rat. Donc, en l'épidémiologie, on voit le réservoir, il existe une diversité d'espèces animales de réservoirs, mais les réservoirs principaux, ce sont les rats. Ou bien les rongeurs sauvages, ce sont les porteurs sains. Donc, les rats sont les réservoirs principaux de la leptospirose. Les rats et les rongeurs sauvages sont les porteurs sains. Donc, mais pas seulement les animaux sauvages qui sont touchés par cette affection-là ou bien par la leptospirose. Le réservoir peut être aussi domestique. Donc, ce que vous devez garder en tête, le réservoir peut être domestique aussi. C'est pas toujours un réservoir ou bien un rat ou bien un rongeur ou bien un animal sauvage. Donc, les animaux domestiques peuvent être aussi des porteurs ou bien des réservoirs. C'est le cas des chiens, des bovins, les porcs, les moutons, les chèvres, les chevaux et même les chats. Et la liste s'allonge. Donc, le réservoir, c'est très vaste. C'est principalement le rat, mais aussi domestique. Ça, c'est à noter bien. La source d'infection, ce sont les eaux et les sols souillés par les urines des animaux infestés, surtout les rats. Donc, les leptospires peuvent survivre pendant des semaines ou bien des mois dans les sols, la boue, les eaux et les zones humides. Donc, voyez ces rats-là, leurs déjections ou bien leurs urines, ils portent cet agent pathogène, cette bactérie, et peuvent résister dans le milieu pendant
des semaines, voire des mois dans le milieu externe, dans le sol, la boue, les eaux et les zones humides. Donc, on voit le rôle des rats et de la transmission hydrique dans cet agent pathogène. Leur mode de transmission, c'est le plus souvent indirect. Là, c'est plus souvent indirect que direct. Pourquoi? Parce que on a le contact avec les urines des animaux dans les professions, plus qu'on a un contact avec un rongeur. Ça, c'est logique. Donc, le contact indirect, c'est par les eaux souillées par les urines des animaux dans les marécages, les rivières, les lacs, les barrages, les retenues collinaires, les égouts et les rizières. Là, la pénétration, c'est par la peau ou bien les muqueuses qui sont conjonctivales, buccales et même génitales. Donc, c'est une maladie professionnelle des éboueurs, agriculteurs, toute profession qui a un contact avec les eaux souillées ou bien des urines de ces animaux. Parfois, il est direct, c'est rare. C'est le contact avec les rongeurs. Là, on est en train de parler des éleveurs d'hamsters, par exemple, ou bien du laboratoire. Parfois, de la morsure du rat. C'est pour cela une morsure de rat, c'est à traiter. Car il porte de la leptospire qui va donner une manifestation grave, parfois mortelle. Toujours dans l'épidémiologie, les facteurs de risque, comme on avait dit, ce sont les expositions professionnelles. Ce sont les agriculteurs, les éboueurs, les égoutiers, les mineurs, les travailleurs des sablières et des rivières, les abattoirs et les éleveurs. Donc, toute personne avec un contact avec ces eaux souillées des urines sont exposées de façon importante à cette affection-là. Parfois, ce sont des expositions de loisirs. Les bains dans les eaux douces, la chasse ou bien la pêche peut aussi transmettre de la leptospirose aux êtres humains. Notez bien que la leptospirose est la zoonose la plus répandue dans le monde. Elle survient dans toutes les régions, sauf les régions polaires. Donc c'est la zoonose, ça c'est à retenir, la plus répandue dans le monde. Elle survient dans toutes les régions, sauf les régions polaires, particulièrement répandues dans les régions tropicales et subtropicales. C'est la chaleur et l'humidité qui favorisent cet agent pathogène. En Algérie, elle se présente sporadique ou épidémique. Quand deux foyers sont épidémiques, c'est la plaine de Metija Ablida et Tizi Ouzou. Elle a une recrudescence estivo-automnale et l'hiver avec l'automne, avec une prédominance masculine. Ça, c'est logique, c'est dû à la profession exposant aux eaux souillées. On avait déjà cité, ce sont les éboueurs, les agriculteurs, les éleveurs, les égoutiers, toute profession avec un contact avec les eaux souillées des urines animales. Passons maintenant au pouvoir pathogène de la leptospirose. Donc, les leptospires pénètrent à travers les plaies cutanées ou même des coupures insignificatives ou à travers les muqueuses. Ça, c'est bien sûr. Donc, vous devez noter que la leptospirose se transmet à travers les muqueuses et les plaies cutanées. Ça, c'est à retenir pendant le pouvoir pathogène. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Après ça, elle se migre ensuite dans le sang, atteignant divers organes et finissant par coloniser les reins. Donc, au 5e et 6e jour, ça c'est à retenir, c'est cette évolution-là. La bactériémie, on note la bactériémie avec une dissémination à tous les organes, en particulier les méninges. C'est pour cela qu'on a une indication à l'hémoculture et le SCR va revenir positif. Donc l'examen de diagnostic pendant le 5e et 6e jour, vous retenez ça, c'est de l'hémoculture
de LCR. Parce qu'on a la forme disséminée, surtout méningée. Deuxièmement, au 7e jour, on va voir la fixation au niveau des viscères, surtout le rein et le foie. Donc, c'est le 7e jour. Vous devez retenir ces jours-là par cœur. Dans le 12e jour, on a l'élimination urinaire des leptospires. Donc, on peut faire de la culture des urines. Et en 15e jour, on a une rechute fébrile qui est vraisemblablement immunologique. Donc, ces points-là sont à retenir. On répète, le 5e et le 6e jour, c'est de l'hémoculture du LCR à cause de la dissémination méningée de les leptospires. Au 7e jour, on a la fixation au niveau du viscère, surtout le foie et le rein. Et en 12e jour, c'est l'élimination urinaire des leptospires. Tout ce qui est en rouge est très important et question fréquente d'examen. En 15e jour, on peut avoir une rechute fébrile qui est due vraisemblablement immunologique. Ça, c'est à retenir par cœur. Passons maintenant à la clinique. Donc, le polymorphisme clinique, des manifestations extrêmement variées, allant d'un syndrome pseudo-grippal bénin à une atteinte hépatorénale potentiellement létale, qui est en fonction de la densité d'énoculum, la virulence de la souche ou bien du sérovar, la réceptivité de l'hôte et bien sûr la précocité du traitement. Donc, ce qu'on a dans la leptospirose, c'est le polymorphisme clinique. Les infections peuvent être variées d'un simple syndrome pseudo-grippal qui est bénin vers une infection létale concernant bien en facteur de ces critères-là. Commençons dans la clinique dans la première forme toujours. C'est la forme typique. Gardez en tête que la forme typique de la leptospirose, c'est la forme ictéro-hémorragique. Donc la forme typique, c'est la forme ictéro-hémorragique qui est indiquée là, ce sont des ictères et des hémorragies, comme leur nom indique. Donc après une incubation en moyenne de 10 jours, extrême de 2 à 30 jours, on va voir la phase de début, c'est la phase préictérique. Elle se manifeste par, ça c'est aussi à retenir, c'est un critère là, un syndrome septicémique, un syndrome algique, syndrome méningé, une vasodilatation, une injection conjonctivale qui est illustrée là, des herpès labiales et plus rarement des éruptions maculaires. Donc on répète, la forme ictéro-hémorragique, elle est caractérisée dans la phase de début, c'est la phase pré-ictérique, c'est un syndrome septicémique, un syndrome algique, syndrome méningé, une vasodilatation et une injection conjonctivale bilatérale. Ça, c'est à retenir. Donc, dans le syndrome septicémique, c'est de la frisson, une fièvre plateau à 39-40 degrés, de la tachycardie et de la splinomégalie. Concernant le syndrome algique, on a des myalgies dans la mollée ou bien localisées dans le mollet et la cuisse, des rachialgies et des céphalées. Bien sûr, le syndrome méningé, ça, on avait déjà parlé. Une vasodilatation avec secondaire à la septicémie et une injection conjonctivale due la forme ictéro-hémorragique. Parfois, on peut voir des herpès labiales et plus rarement une éruption maculaire, maculopapuleuse ou pétichéale fugace au niveau du front. Ce tableau clinique-là, c'est à retenir. Ça sont des questions très fréquentes d'examen. Toujours les tableaux cliniques de chaque infection sont à retenir, pas pour l'examen, mais même pour la vie professionnelle. Deuxièmement, la phase d'état de cette forme ictéro-hémorragique. Là, on va voir toujours ça qui est engraissé à retenir un ictère, un syndrome infectieux, un syndrome méningé. Ça, on peut ajouter le syndrome rénal et le syndrome hémorragique qui s'ajoutent par rapport à la phase de début. Donc, la phase d'état,
se caractérise par, premièrement, de l'ictère au 5e jour, qui est cutanéo-muqueux, flamboyant, typique, orangé. Quand vous voyez ce patient-là, il n'est pas jaunâtre, il est orangé. Les urines sont très foncées avec une hépatomégalie, c'est le syndrome ictérique. Deuxièmement, le syndrome infectieux, la température commence à baisser 2 à 3 jours après le début du lecteur. Elle va devenir normale dans le 10e jour. Ça va perturber un peu le tableau clinique. Bien sûr, le syndrome méningé, les céphalées, les raideurs de la nuque, ça ce qu'on appelle le syndrome méningé. Un syndrome rénal avec une oligurie, protéinurie hématurie et une urée sanguine augmentée. Ça, on l'appelle le syndrome rénal. Le syndrome hémorragique, parfois il est discret, c'est de l'épistaxis, les gingivorragies, l'épitichie discrète et l'hémorragie sous-conjonctivale. Donc, on répète le tableau clinique de la phase d'état. C'est le syndrome ictérique, le syndrome infectieux, le syndrome méningé, syndrome rénal et le syndrome hémorragique qui est discret. Ça aussi, c'est à retenir. Donc, les deux phases, phase début et les phases d'état, avec ces manifestations et ces syndromes, tout ce qui est en gras, c'est à retenir et de ne pas confondre avec. Vous ne devez pas confondre la phase du début avec une phase d'état, car ce sont des deux diagnostics différents plutôt, avec des deux conduites à tenir qui sont différentes. Ça sont quelques illustrations des formes ictéro-hémorragiques. L'ictère là est fruste, c'est très clair, c'est de l'ictère. Ce sont quelques papules ou bien macules avec avec un syndrome rénal qui est illustré là. Maintenant, on va voir l'évolution. Donc, elle passe par trois phases. Premièrement, la phase intermittente, c'est au niveau du 10e jour. La température va diminuer. Le syndrome méningé et l'ictère vont régresser. Ça, c'était la première phase. Là, on voit la température qui est diminuée. Elle est indiquée là. Donc, dans le 10e et le 15e jour, entre le 10e et le 15e jour, ça c'est la phase intermédiaire. On voit que la température a diminué, l'ictère un peu, a rechuté un peu, et le syndrome méningé et l'ictère même, ils sont régressés dans cette phase-là qui est la phase plutôt intermédiaire. Deuxièmement, la phase de rechute fébrile entre le 15e et le 18e jour, elle est indiquée là. Dans cette phase, ça c'est de la réapparition d'une fièvre avec une reprise du syndrome algique, des éruptions morbidiformes, l'ictère continue à décroître. C'est la deuxième phase, on répète, la réapparition de la fièvre avec des éruptions et du syndrome algique, l'ictère reste à décroître. La dernière phase, c'est la phase de défervescence. C'est entre le 20e et le 25e jour. La chute thermique, la disparition de l'ictère, mais voilà, on va voir des crises urinaires avec polyurie. Donc, l'évolution passe par ces trois phases-là. La forme intermédiaire avec une chute de température et régression du l'ictère. La forme de rechute fébrile, c'est là où la fièvre va augmenter avec un syndrome algique. Et la phase d'effervescence, c'est la disparition de la fièvre avec des crises urinaires et polyuriques. Ça, c'était l'évolution de la forme ictéro-hémorragique, la forme typique, la forme la plus répandue. Passons maintenant aux autres formes. Donc, on avait vu la forme ictéro-hémorragique. Maintenant, on va voir la forme anictérique. Donc, il n'y a pas d'ictère là. Elle est très fréquente. C'est de 80% des cas. Là, vous voyez que la forme typique n'est pas la forme fréquente. La forme la plus fréquente, c'est la forme anictérique avec une forme fébrile pure. C'est un syndrome pseudo-grippal
avec une fièvre céphalée, arthromyalgie, injection conjonctivale, exanthème morbidiforme, herpès. L'évolution, elle est spontanée, la régression des signes cliniques de 5 à 6 jours. Donc, dans les formes anictériques, on a de la forme fébrile pure, on a aussi de la forme méningée. C'est un syndrome méningé fébrile avec arthromyalgie, injection conjonctivale. Donc, la ponction lombaire, notez ça bien, va revenir à un liquide cérébrospinal qui est clair, à prédominance lymphocytaire, normoglycorachique. Heureusement là, l'évolution, elle est bénigne. Donc, dans la forme anictérique, l'évolution, elle est le plus souvent bénigne. Troisièmement, la forme inictérique atténuée, c'est une phase préictérique discrète, ictère banal, température reste normale, l'évolution, heureusement là, c'est favorable. Maintenant, les formes inapparentes, elles doivent être mises en évidence au cours des enquêtes épidémiologiques. Là, on est en train de parler de porteurs sains. Donc, la forme ictéro-hémorragique, c'est la forme typique. La forme anictérique, c'est la forme la plus fréquente. Heureusement, elle est bénigne, avec des autres formes qui ont une évolution favorable. Et on n'oublie pas, les porteurs sains, c'est la forme inapparente. Passons maintenant aux formes graves. C'est la forme ictérique multiviscérale. Au contraire de la plaque précédente, c'est la maladie de Weil qui met en jeu le pronostic vital. Là, on va voir la méchanceté de les leptospires. C'est les formes graves qui vont donner des formes ictériques multiviscérales. Ou bien la maladie de Weil qui met en jeu le pronostic vital et leur fréquence est d'autant plus élevée que le traitement antibiotique est retardé. Là, on va voir la nécessité d'une antibiothérapie précoce ou bien le malade va subir des formes graves. Donc, ou bien, ou bien dans ce cas, le malade est porteur d'une tare viscérale. La leptospire va profiter. Elle va donner sa forme de Weil. C'est la forme ictéro ou bien la forme ictérique multiviscérale qui met en jeu le pronostic vital. Donc, c'est un ictère grave avec une insuffisance rénale qui est sévère, un syndrome hémorragique diffus, des purpura hémorragiques viscérales. Une atteinte cardiaque, c'est le choc cardiogénique. Une atteinte pulmonaire, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Là, le patient, malheureusement, il va subir du décès par défaillance multiviscérale. Malheureusement, la forme grave, c'est la maladie de Weil, c'est les manifestations graves, c'est la méchanceté de la leptospire. Ils vont donner un tableau foudroyant, cardiaque, pulmonaire, hémorragique et ictérique. Et se termine par le décès, malheureusement, par une défaillance multiviscérale. Les dernières formes sont les formes compliquées. On a une atteinte pulmonaire par ce qui se manifeste par une hémoptysie, de la dyspnée sévère dans un contexte de pneumopathie interstitielle diffuse. Ça, c'était l'atteinte pulmonaire. On a des complications aussi cardiaques. C'est de la myocardite hémorragique, les troubles de rythme, comme on a vu dans les formes graves. Les atteintes neurologiques sont graves. Un syndrome méningé fébrile se compliquant d'encéphalite, une confusion mentale, un délire, l'hallucination, l'état d'agitation, voire une étape psychotique qui témoigne de l'encéphalite. L'atteinte oculaire aussi. Là, on va voir des complications. C'est de l'uvite et de la choriorétinite. Donc, là, vous voyez que le tableau clinique de leptospirose peut se manifester de forme bénigne, comme on avait dit, d'un simple syndrome pseudo-grippal vers une forme très grave et des complications multiviscérales, pulmonaires, cardiaques, neurologiques et oculaires. C'est la maladie de Weil avec une atteinte multiviscérale qui va donner malheureusement le décès du patient si l'antibiothérapie ou bien le diagnostic n'était pas précoce. Là, c'est l'importance de diagnostic précoce. C'est l'importance de maîtriser la symptomatologie, enfin, de détecter
La leptospire, lorsqu'elle est là, c'est le rôle du clinicien qui est très important là dans les leptospiroses. Donc, c'était la première partie du cours de leptospire, ou bien les leptospiroses. J'espère que la vidéo était bénéfique, j'espère que la vidéo était simple. Les liens sont toujours disponibles comme d'habitude dans les descriptions. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochains cours. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Je vous dis bon courage. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, et merci pour votre attention.